Donc, merci, Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. Voilà pour cette première réunion. Je suis heureuse d'accueillir ce soir également donc Patrick Davet, qui est maire de La Teste et qui est le premier vice-président du Cibarval. Donc, nous travaillons en étroite collaboration. Nous avons également la présence de Monsieur Bruno Bureau, qui est le maire de Salles et qui est président de la communauté de communes du Val-de-Lair. Voilà, donc bonsoir. Madame Deségo et Monsieur Lugas se sont excusés puisqu'ils étaient retenus par d'autres engagements ce soir. Je salue également mes collègues élus que j'ai vus qui arrivaient au fur et à mesure dans la salle, et puis toutes les personnes que je connais quand même tous plus ou moins maintenant depuis quelques années. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents. Je remercie également les personnes qui nous suivent en visioconférence, puisque vous le savez, la crise de la Covid a réduit aussi le nombre de personnes que nous pouvions accueillir ce soir. Et donc voilà, j'en profite d'ailleurs pour formuler mes vœux les plus sincères à vous toutes et tous pour cette nouvelle année. J'espère que 2022 verra l'extinction définitive de cette pandémie, maintenant qui nous pose des problèmes depuis 2 ans et qui a impacté quand même la vie de chacun. Voilà. Comme vous le savez, donc nous organisons 3 réunions publiques, une par intercommunalité. Alors ce soir, c'est à Arcachon pour la Cobas. Le 27 janvier, ça sera au BARP, à la salle du Bateau-Lyre, pour ceux qui vont nous rejoindre. Donc ça sera organisé pour les habitants, pas que pour eux, mais notamment du Val-de-Lair. Et le 3 février, une 3e réunion à Biganos qui aura lieu à la salle des fêtes. Et c'est une réunion qui aura lieu pour la Coban. Voilà, nous avons décidé de couvrir tout le territoire afin de permettre à chacun et au plus grand nombre de suivre les réunions. Alors nous sommes réunis ce soir autour du projet que nous avons initié avec les 17 communes du territoire. Vous le savez tous, donc l'élaboration de ce fameux schéma de cohérence du bassin, cohérence territoriale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lair. Alors derrière cet acronyme, le SCOT, ça ne parle pas à tout le monde, mais derrière cet acronyme se cache un document stratégique et structurant pour l'ensemble de nos 17 communes. En effet, le SCOT, c'est un outil qui est au service des élus pour construire et pour mettre en œuvre le cadre d'aménagement de notre territoire en matière d'habitat, en matière de mobilité, de développement économique, en matière commerciale également, en matière d'environnement, d'énergie, en fait tout ce qui touche au quotidien de nos habitants. C'est un outil également de planification qui s'articule avec les politiques publiques qui sont mises en œuvre par les communes et par les intercommunalités. Voilà, pour simplifier, le SCOT gère le foncier. Il attribue une vocation aux espaces du territoire, alors des vocations pour l'habitat, pour les activités économiques, pour l'agriculture, pour les espaces naturels. Et le SCOT, il dresse également des règles de gestion ou d'aménagement de ces différents secteurs. Donc je vous rappelle, petit rappel que nous avons voté en juillet 2018 la prescription de l'élaboration du SCOT. 1 an après, fin 2019, pour ceux qui étaient présents, nous avons organisé des réunions comme celle-ci, 3 réunions afin de présenter le diagnostic et les enjeux qui étaient liés à chacune des 3 intercommunalités. Et ensuite, nous avions eu déjà un débat en conseil syndical en décembre 2019. Et puis, il y a eu des élections municipales qui sont venues de 2020, qui sont venues donc s'interposer. Et puis, il y a eu la mise en place de la nouvelle gouvernance qui a pris un petit peu de temps, puisqu'il y a eu un recours, notamment pour l'entente, tout le monde le sait, donc ça nous a un petit peu retardé. Donc, c'est venu interrompre pendant quelques temps le travail de rédaction du SCOT, mais nous avons repris donc fin 2020, lorsque j'ai été élue à la présidence. Et donc, on a retravaillé sur ces fameuses orientations. On a détaillé, on a arrêté les objectifs chiffrés en matière de croissance démographique, de consommation d'espace, du nombre de logements que nous devons produire, des logements, des logements pour tous, donc, et puis aussi des logements à vocation plus sociale. Et tout ça à l'horizon de 2040. Vous avez une première... Non, d'abord, qu'est-ce que c'est le SCOT? Je crois qu'on a une première là. Qu'est-ce que c'est le SCOT? En fait, le SCOT, c'est un document qui est composé de trois autres documents. C'est d'abord un état des lieux que nous avons présenté, je viens de vous le dire, en 2019 et qui est disponible sur le site du Ciberval. Ensuite, il y a un projet territoire à l'horizon 2040 que nous allons vous détailler ce soir. On l'appelle le PASS. Avant, c'était le PADD, maintenant c'est le PASS. Depuis la loi Elan, c'est le projet d'aménagement stratégique.
Et enfin, un fascicule de règles, ce qui est le D2O. C'est un document d'orientation et d'objectifs que nous allons rédiger donc au courant de cette année 2022. Il s'agit de la traduction concrète du PAS. Voilà, c'est une valeur prescriptive, c'est-à-dire c'est un règlement. Le SCOT a une autre obligation, il doit également décliner les schémas nationaux ou régionaux qui ont déjà été approuvés et qui impactent notre territoire, comme le STRADET. Vous savez, le STRADET, c'est ce fameux schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre entre les territoires qui nous impose des règles qui va être peut-être difficile de mettre en œuvre, mais ça, on le verra plus tard. Une fois approuvés, donc, les objectifs et les règles inscrites dans le SCOT seront déclinés dans les différents documents intercommunaux et communaux, comme les plans locaux de l'habitat, comme les plans de développement économique, les plans locaux d'urbanisme, les plans intercommunaux, ce qu'on appelle les PLUI. Et c'est-à-dire que tous ces documents qui sont propres aux communes, aux intercommunalités, devront être compatibles avec ce SCOT. Je souhaite également insister sur les différents engagements qu'ont pris les élus pour la mise en place d'une concertation qui sera la plus large possible. Tout d'abord, nous avons mis à disposition au siège de chaque intercommunalité un dossier papier qui reprend tous les documents qui sont mis en ligne sur le site du Cyberval. Dès qu'une étude ou qu'un document a été rédigé et qu'il est finalisé, nous le proposons en téléchargement sur le site internet du Cyberval. De plus, depuis le lancement de l'élaboration du SCOT, nous avons organisé plusieurs temps d'échange et de travail avec les partenaires institutionnels, mais également avec le public. Et c'est, vous voyez, l'objet de cette réunion ce soir, où nous souhaitons vous présenter donc ce projet de territoire à l'horizon 2040. Il y a également des ateliers de travail qui seront organisés au cours du deuxième trimestre 2022 avec les partenaires institutionnels, mais également avec les habitants du territoire. Et nous renouvellerons également l'expérience de 2019 avec la constitution d'un panel de citoyens qui sera tiré au sort et qui pourra s'exprimer sur les différents volets du SCOT. Nous travaillons également en concertation avec le Conseil du développement économique, le CODEV, qui a été mis en place en novembre 2021, et j'ai vu son président, que j'ai oublié de saluer, M. Lerat, qui est présent ce soir, donc merci de votre présence. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Anthony Doué, qui va nous détailler donc les différents axes et objectifs de ce PAS, qui est venu remplacer, vous l'avez compris, M. Foulon l'a dit tout à l'heure, le fameux PADD, le plan d'aménagement et développement durable. Et puis ensuite, nous aurons le cabinet Air Public, qui est spécialisé dans la concertation, qui va animer un temps d'échange, que nous souhaitons évidemment le plus constructif possible, puisque je vous le rappelle, la réunion de ce soir, elle a surtout pour but essentiel, au-delà de la présentation de ce PAS, de recueillir vos remarques qui nous permettront d'amender ce document avant de nous, on va le présenter, ce qu'on appelle aux personnes publiques associées, et évidemment, avant de le mettre en diffusion sur notre site Internet. Voilà, je ne serai pas plus longue. Anthony, je ne sais pas qui prend la parole. Est-ce que c'est le cabinet qui présente la façon dont la soirée va se passer ? Tout à fait. Donc, on va avoir tout d'abord une présentation donc, du PAS, du projet d'aménagement stratégique. Et puis, dans ce PAS, il y a 3 axes qui ont été définis. Et pour chaque axe, on va prendre donc une dizaine de minutes où Anthony Doué, président du Cyberval, va présenter les différents éléments. Puis, après une vingtaine de minutes, on va pouvoir échanger donc avec vous dans la salle et aussi, on l'espère, en live avec des retours via la diffusion qui va être en tout cas mise en place très rapidement. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger assez longuement et de bien le faire par axe pour qu'on essaye un petit peu de regrouper les questions selon les différentes thématiques que va présenter Anthony Doué. Voilà, on va vous accompagner aussi, donc on accompagne le Cyberval sur toute la partie concertation et comme l'a dit Madame la Présidente, sur notamment la constitution du panel citoyen et toutes les actions et réunions thématiques qui vont avoir lieu sur l'ensemble du premier semestre de cette année. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Anthony Doué, président du Cyberval, qui va présenter le premier axe du PAS. Bonjour à tous. Quelques mots en introduction pour évoquer le projet d'aménagement stratégique. Alors, vous avez entendu parler sur l'élaboration précédente et dans le cadre des plans locaux d'urbanisme du PADD. Donc, la présidente a précisé qu'on était passé sur ce nouvel acronyme du PAS,
qui est la nouvelle formule issue de la loi Elan de 2018 et qui s'impose dorénavant au SCOT. Ce document, il est central dans l'élaboration puisqu'il permet aux élus et aux habitants de se projeter à 2040, et c'est vraiment le pivot de ce document. L'objectif étant d'avoir un équilibre entre le développement du territoire et la préservation des espaces naturels. La méthode, donc la méthode d'élaboration, elle a fait l'objet d'une large concertation, ce que disait la présidente. On a débuté cette élaboration donc en 2019 avec des réunions publiques, des ateliers de concertation, le panel citoyen. Et puis, nous arrivons aujourd'hui avec la présentation d'une première version des axes qui ont été travaillés avec les élus des 17 communes. Et puis, ces réunions de concertation vont permettre de compléter ou modifier, le cas échéant, les enjeux qui ont été listés. Nous aurons ensuite 2 temps de travail plus réglementaire, plus institutionnel, donc avec la réunion des partenaires au mois de mars et le débat en conseil syndical. Le projet d'aménagement stratégique, il s'appuie sur la délibération de prescription. Donc cette délibération, elle est évidemment publique et téléchargeable sur le site internet, mais elle fixait déjà plusieurs objectifs pour le projet. Donc cette prescription du 9 juillet 2018 rappelait l'engagement dans la transition énergétique au travers du plan climat-énergie qui a été approuvé cette même année 2018. Le projet politique, il place l'amélioration de la vie quotidienne au cœur du projet territorial, et donc ce sont les sujets de l'armature, des équipements, des services, de l'habitat, de la mobilité qui vont être développés, le respect du patrimoine environnemental et paysager, et puis le développement économique également, qui est un axe important du projet. Donc si on rentre dans le détail de la présentation, il y a un premier axe qui est transversal et qui est la transition énergétique et écologique, puisque, je le disais, le territoire s'est doté d'un plan climat-énergie en 2018, et donc ce document va être traduit dans le SCOT au travers d'un axe qui est transversal et qui se décline au travers de différents objectifs et différents enjeux que nous avons listés ici. L'armature urbaine est multipolaire, qui permet d'avoir un accès aux services et aux équipements au plus près des habitations, et qui évite les déplacements contraints, des déplacements qui seraient longs et qui seraient émetteurs de gaz à effet de serre. La limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, on y reviendra avec les objectifs fixés dorénavant par la loi. Le renforcement de l'emploi sur le territoire, là aussi pour éviter les déplacements, notamment vers la métropole bordelaise. La production de l'énergie renouvelable, donc, qui est inscrit dans le plan climat. Tout un axe autour de la mobilité et toutes les actions qui sont actuellement menées, mais demain également prévues par les intercommunalités sur le sujet de la mobilité, vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis la gestion raisonnée des ressources, et en premier lieu de l'eau, qui est important et qui est un axe également qu'on va développer par la suite. Donc ce chapeau, il est en effet transversal, et il s'appuie sur la transition énergétique et écologique qui est dans le plan climat et qu'on va retrouver dans le SCOT. Le projet d'aménagement stratégique, comme le disait le bureau d'études, est organisé autour de 3 axes et 12 objectifs. Et le premier axe s'appelle « Préserver », et donc, comme vous pouvez l'imaginer, traite de l'environnement au sens large et se décline autour de 5 objectifs que je vais détailler. La préservation des écosystèmes, la question de l'eau, donc quantité et qualité, les économies d'énergie, les risques, et puis les effets du changement climatique. Si vous me permettez, je vais enlever le masque pour pouvoir respirer un peu plus facilement. Le premier objectif donc concerne
La préservation du socle des écosystèmes, avec évidemment la protection des espaces naturels agricoles et forestiers, qui sont déjà inscrits dans bon nombre de protections réglementaires. Quand on parle de Natura 2000, de SNIEF, de ZICO, etc., on a un socle qui est très important et cartographié déjà dans le diagnostic du SCOT. À partir de là, nous pourrons imaginer, dans l'élaboration du document d'orientation et d'objectifs, d'aller plus loin et d'identifier, de protéger d'autres espaces au-delà de ces périmètres réglementaires. Le deuxième point, c'est la réduction de la consommation d'espace. Ce que je précisais, c'est que la loi maintenant nous fixe un objectif de moins 50% de consommation foncière, c'est-à-dire que nous sommes en train de finaliser le diagnostic, l'état des lieux de tous les espaces naturels, agricoles, forestiers qui ont été urbanisés pour tous les usages, évidemment pour l'habitat, mais pour les zones d'activité, les zones commerciales, les infrastructures routières, les parcs photovoltaïques, etc., etc., pour avoir ce volume que nous allons diviser par 2 et avoir l'enveloppe foncière autorisée pour les années à venir. La préservation des corridors écologiques, c'est ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. Là aussi, on a travaillé une cartographie que je vais vous présenter ensuite. Le sujet de la pollution lumineuse est également important. Nous sommes associés avec le parc naturel régional des Landes de Gascogne autour d'un label qui s'appelle une réserve internationale de ciel étoilé. L'objectif étant de rénover tout le parc luminaire du territoire pour l'éteindre à terme et préserver la biodiversité nocturne. Le sujet de la forêt est évidemment important puisque la forêt représente 75% de notre territoire et donc c'est un enjeu également important. La qualité des milieux marins, évidemment en lien avec les filières ostréicoles, touristiques, nautiques. Et puis, l'insertion paysagère environnementale des opérations, puisque vous savez qu'on est un territoire qui est sous pression foncière, et donc le développement important des constructions doit être inséré dans le tissu urbain existant et préserver les lisières. Donc voilà cette cartographie, c'est une cartographie de synthèse. Anthony, je me permets, il va falloir la détailler parce qu'il y a un petit souci visiblement logistique. Soit peut-être passer à l'objectif suivant et revenir sur celle-ci dès que ce sera réglé, ou la détailler un petit peu à l'oral parce qu'elle est... Si ça a l'air de se figer. Okay. D'accord. Parce que là, nous, on voit bien. Oui, on l'a bien ici, c'est pour ça que je continuais. Ça saute un peu. Ça y est, c'est fixe. C'est fixe, pas tout à fait. Oui. On en a pris tout à l'heure, au début. Ouais. Si vous voulez présenter les objectifs 2, 3, 4 qui ne nécessitent pas de carte éventuellement. D'accord. On va
Non, ça saute. Oui. Bon, en attendant la cartographie, on va continuer la présentation des objectifs. Le deuxième objectif concerne la question de l'eau, comme je disais, qui est structurante sur le territoire. L'objectif est de veiller d'abord à la qualité de la ressource en eau, et donc évidemment de partir du bassin et de remonter vers les sources de pollution potentielles, et donc liées à l'ensemble des activités humaines. C'est un travail que nous menons, et également de travailler à la ressource, à assurer la ressource en eau. Et donc là, évidemment, c'est une question de prélèvement des différents volumes en eau pour répondre aux besoins des nouvelles populations et des activités humaines qui auraient besoin de cette ressource. Le troisième objectif concerne les économies d'énergie. Donc, nous avons fixé dans le plan climat des objectifs en termes de réduction de consommation d'énergie, et donc ils seront retraduits dans le SCOT. Les différents leviers devront être actionnés, et notamment la rénovation des bâtiments, mais également la réduction des trajets et des déplacements, afin de pouvoir limiter les besoins en énergie pour le secteur des transports. Seront concernés également le tertiaire et le développement économique. Sur les risques, c'est un objectif qui s'impose à nous. Vous connaissez l'ensemble des risques qui sont concernés qui concernent le territoire, sur les feux de forêt, la submersion marine, l'inondation, les risques technologiques. Donc tous ces risques sont des servitudes qui s'imposent aux documents d'urbanisme, et donc nous devrons les prendre en compte et les traduire dans le document. Enfin, le dernier objectif, l'objectif 5 de ce premier axe, concerne les effets du changement climatique. Les effets du changement climatique, c'est d'abord réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, nous avons des objectifs dans le plan climat, et notamment réduire les émissions dues au transport, puisque ce sont 60% des émissions du gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Mais au-delà des mobilités, nous avons également d'autres sources à réduire dans le tertiaire, dans les bâtiments et au niveau du développement économique. En parallèle, nous devons travailler au stockage du carbone. Donc nous avons un territoire qui est très boisé, donc il s'agit de le préserver. Et lorsqu'on réduit la consommation d'espace, on préserve aussi ces puits de carbone. Et sur les effets du changement climatique, nous avons des impacts sur la qualité de la ressource en eau, les impacts sur la forêt, et notamment l'évolution des espèces. Et au-delà de ces effets-là, nous avons également des impacts sur le développement économique et l'adaptation des différentes filières économiques au regard du changement climatique. Je vous proposerai de vous présenter la carte plus dans le détail lorsqu'on aura l'écran. Mais voilà les 5 premiers objectifs sur les 12 qui sont intégrés dans l'axe numéro 1 qui s'appelle « Préserver » et qui concerne l'environnement. Merci. Tout d'abord, le live Facebook, lui, a bien démarré et s'est lancé. Donc, j'incite les personnes qui nous suivent en ligne à ne pas hésiter à poser des questions. On a quelqu'un qui, ici, va permettre aussi de les relayer à la présidente du Cibarval. Et en attendant qu'il y ait des réactions en ligne, je vous propose donc, dans la salle, de prendre quelques questions, si vous en avez, sur des demandes de compléments ou sur des questions que vous avez un peu plus précises, en vous demandant d'essayer d'être plutôt synthétique, 1 à 2 minutes par prise de parole maximum pour qu'on puisse essayer de prendre le maximum de questions. C'est aussi l'enjeu de cette soirée. On a 2 personnes qui sont en mesure de vous faire passer des micros. S'il y a des questions, j'en vois une effectivement devant. Bonjour. Bonjour. Ça marche ? Bonjour. Oui, ça marche. Philippe Gobert, conseiller municipal à Gujan-Mestras. J'ai 2 questions à vous poser, très techniques. J'espère avoir des réponses très précises. La première, on est dans une concertation, donc dans un échange qui doit permettre d'amender le PASS. Les débats sont-ils enregistrés ?
et comment sont-ils tracés et restitués? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle a lieu à un échange de mails que j'ai eu avec vous. Nous avons été invités à cette réunion le 20 décembre, ou le 23 décembre, je ne sais plus. Dès que j'ai reçu cette information, je vous ai dit, pouvez-vous nous transmettre en préalable au moins les diaporamas, de façon à ce que nous puissions appréhender un petit peu les éléments que vous allez aborder. Vous m'avez répondu que les éléments seront disponibles uniquement demain. Moi, je voudrais revenir un petit peu au mot de concertation. Concertation, ça veut dire, dedans, il y a le mot concert. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être sans partition, de ne pas savoir de quoi il s'agit. Et c'est vrai que la façon dont aujourd'hui vous avez présenté ces 5 premiers objectifs, alors vous avez un petit problème technique, mais honnêtement, je n'ai absolument rien compris. On a parlé de choses très importantes, hein. On a parlé d'artificialisation, de 50%, etc. Je n'ai absolument rien compris. Donc ma question, elle est très simple. Moi, je veux bien considérer aujourd'hui que c'est une réunion d'information. Est-il possible d'avoir une réunion de concertation où nous pourrons réellement travailler? Merci. Merci. Je vous propose déjà de répondre sur la toute première partie, qui est effectivement, c'est enregistré et diffusé en ligne, en direct sur le Facebook du Cibarval. Voilà, donc c'est un enregistrement qui permet de compiler l'ensemble des échanges qui vont être réalisés ce soir, et effectivement sur les formalités ensuite de compte-rendu, d'un compte-rendu détaillé, et puis de synthèse qui viendront aussi nourrir les bilans de concertation. Avant de laisser la parole à Madame la Présidente du Cibarval, je pense aussi que je peux vous rassurer sur la question de la concertation. Effectivement, ce soir, on est plus sur un format de réunion d'information. La salle veut ça aussi. Mais on va bien avoir des temps d'ateliers qui seront ouverts au grand public, au-delà même du panel citoyen, et qui permettront d'avoir des vrais temps de concertation avec des travaux autour de cartes ou d'autres formes qui permettront vraiment d'avancer sur ces sujets. Et je laisse peut-être Madame la Présidente si elle veut compléter ces éléments. Oui, je crois que vous avez répondu à l'ensemble des questions. Effectivement, quand nous allons travailler sur D2O, il va y avoir des réunions de travail. Je suis désolée si vous n'avez pas compris beaucoup de choses. On est là pour vous expliquer, on le refera autant de fois qu'il faut. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu des réunions identiques à celle-ci depuis 2019. Donc on a déjà fait ces restitutions en 2019, donc elle reprend aujourd'hui dans un souci justement de pédagogie, et on est là pour travailler avec vous. Vous savez aussi qu'il y a le CODEV, ce conseil de développement, qui est un collège habitant. Donc nous avons des habitants de l'ensemble du territoire qui siègent et avec qui nous avons des échanges réguliers. Donc nous avons été, vous étiez d'ailleurs monsieur à la réunion peut-être du CODEV, et nous avons eu un échange très riche et très intéressant. Je cherche de regard le président, monsieur Lerat, et je crois que les personnes qui étaient là donc ont posé beaucoup de questions, nous avons répondu. Donc si vous avez des questions très précises, nous sommes là pour y répondre sans aucun problème. Merci. On avait une question, effectivement, oui, au 4e rang. Je m'appelle Jean Marieux, je suis habitant d'Arcachon et accessoirement membre du CODEV depuis la dernière édition. Deux questions, plus exactement une proposition et une question. On voit la carte là, c'est la première fois qu'on la voit sans tremblement. Il faut absolument que vous mettiez quelque chose de singulier pour la forêt usagère de la Teste. La forêt usagère, non pas par son statut, qui est très intéressant à tous égards, mais par sa capacité biologique, est absolument exceptionnelle. Il faut qu'on se débrouille à ce qu'elle ne soit pas labourée, transformée en champ, en coupe, etc. Ça, c'est vital, je crois. Il n'y a pas l'équivalent d'une forêt pareille d'un bout à l'autre de la côte. Et en France, il y en a 2 autres exemples, en tout et pour tout, d'une forêt ayant un caractère quasiment, j'exagère un peu, de forêt primaire. Pas exactement, quasiment. Oui. Deuxième remarque, très simple, vous avez fait allusion au diagnostic. Je crois savoir que vous êtes en train de le réviser, vu le temps qui a passé, vu aussi des changements dans la loi. Et je crois me rappeler que le précédent CODEV avait souligné les problèmes sur le chapitre mobilité. Comme vous avez fait allusion tout à l'heure au chapitre mobilité, économie d'énergie, etc., parce que ça serait très important que nous disposions, dans un délai raisonnable, de ce nouveau diagnostic. Voilà, c'était tout.
Effectivement, pour reprendre vos propos, bon, la forêt usagère de la Teste, comme toutes les forêts, hein, seront protégées, puisque vous savez que de toute façon aujourd'hui, on fait très très attention à ne pas impacter et à préserver en fait tout ce qui est patrimoine forestier. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème sur le très long terme sur la forêt usagère de la Teste. Donc je tiens à vous rassurer. Pardon? Mais oui, il faut la conserver. Il faut la conserver. Et concernant le diagnostic, effectivement, nous sommes en train de le remettre à jour, puisque du temps a passé depuis 2019, et on est en train de la remettre à jour avec toutes les études qui sont faites dans chacune des intercommunalités. D'ailleurs, au niveau de la Cauban, on est en train de refaire une étude sur un plan de mobilité simplifié. Et toutes ces études qui ont eu lieu depuis 2019 vont venir abonder ce diagnostic. Donc, il est mis à jour au fur et à mesure des études qui sont faites. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, Pierre Villemier de BAE. Je voudrais savoir si le SCOT va prendre en compte la loi résilience qui est toute neuve et qui, j'espère, pourrait être appliquée ou au moins prise en compte. Deuxième point, à la Cauban, on a déjà fait des schémas de transport et de déplacement. Et apparemment, une interco toute seule qui s'occupe des déplacements, ça fait un peu bizarre quand les deux autres ne sont pas prises en compte, en tout cas à ce stade. Merci. Alors, la loi résilience, climat résilience, c'est effectivement une loi toute récente. Et c'est cette fameuse loi d'ailleurs qui vient nous imposer pas mal d'objectifs. Donc nous sommes obligés de la prendre en compte. Le SCOT est là pour ça, et notamment cette réduction de 50% de consommation d'espace par rapport aux 10 années antérieures, pour aboutir à une zéro artificialisation nette d'ici 2050. Voilà. Donc effectivement, la loi résilience sera appliquée à la lettre. Et concernant, vous me parliez, j'ai pas trop compris ce que vous me disiez sur les plans de déplacement. La Cauban, oui, fait un plan de déplacement modifié. Vous savez qu'il y a eu une étude avec le département au niveau de la Cauban pour faire le mot n'est plus à la mode, mais une voie de contournement. Donc aujourd'hui, on est dans le statu quo au niveau du département, donc on va essayer de relancer. Il y a une concertation qui est repartie pour 2 ans en 2018 et qui n'aboutit à pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Et je pense que tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont, c'est une question financière. C'est-à-dire que si les communes et les intercos ne financent pas, je crois que nous ne verrons pas le jour de ce projet qui est une arlésienne depuis des années, ne verra pas le jour malheureusement. Mais apparemment, vous dites qu'il n'y a qu'une seule interco qui s'en occupe de la mobilité, mais je crois que toutes les intercommunalités, monsieur, s'occupent de leur plan de déplacement. Ça, je peux vous l'affirmer. Et ça sera donc une partie importante aussi qui sera reproduite dans le SCOT. Sébastien, derrière toi, là-bas. Oui, merci. C'est juste, alors je suis arrivé un petit peu en retard, je m'excuse, j'ai peut-être pas eu le déroulé là, de la soirée. Je voulais savoir si en fait les 5 points assez majeurs là sur la préservation du socle structurant des écosystèmes, on allait y revenir un petit peu en détail, ou si on avait déjà abordé ces sujets-là et qu'on passait à d'autres sujets, parce que jusqu'à présent on a balayé beaucoup de choses très génériques, très générales. Et dans ces choses très génériques et très générales, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et donc moi j'aimerais bien en fait avoir des éléments beaucoup plus concrets, des objectifs, des cibles à atteindre, et pas simplement des souhaits ou des vœux ou des formulations très vagues. Voilà, merci. Donc, en effet, j'ai présenté le premier axe avec les 5 objectifs donc, qui s'affichent maintenant sous vos yeux. Alors, on l'appelle réunion d'information ou réunion de concertation, mais c'est aussi, présenter notre état de réflexion aujourd'hui, mais surtout, à partir de ces objectifs-là, récolter vos contributions, parce qu'en effet, ça reste des objectifs très larges, mais l'objectif d'aujourd'hui, et des 2 autres réunions, c'est surtout de récolter vos contributions
à ces objectifs-là, pour qu'on puisse nous consolider un document qui aura été partagé ou complété avec votre avis. Donc oui, ça reste très, très vague. Je détaillais rapidement ce qu'on avait en tête, objectif par objectif. Mais si vous avez une contribution, c'est le moment de le faire pour affiner ces objectifs-là et qu'on puisse, nous, passer à la rédaction derrière de ce projet d'aménagement stratégique. Oui. Mais c'est tout l'objet, monsieur, des réunions qui vont avoir lieu. Donc, je vous invite fortement à participer aux ateliers qui vont avoir lieu sur différents ateliers. Pardon ? Voilà, ici, on fait un point d'étape aujourd'hui de l'avancée des travaux que nous avons menés avec les cabinets. Mais il va y avoir des réunions de travail avec les citoyens, avec donc le panel citoyen, avec les ateliers. Donc, je vous invite à venir y participer pour nous faire vos propositions. Et les ateliers seront effectivement aussi thématisés, donc nécessairement il y aura des thématiques qui prendront plus particulièrement certains points indiqués dans le PASS juste derrière. Je vais en profiter avant qu'on prenne d'autres questions pour prendre quelques réactions qui ont été faites en ligne. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de questions, mais il y a des remarques, donc on va pouvoir les citer, en citer quelques-unes, et puis peut-être que ça fera interagir aussi sur des sujets dont la salle voulait parler. Il y avait notamment la question des prélèvements en eau potable, leur adaptation aux besoins démographiques du territoire. Voilà, il y avait une personne qui rappelait qu'il s'agissait avant tout d'adapter la croissance aux capacités de captage et non le contraire. Ça, c'était une première réaction. On avait aussi une question sur la voie de contournement, donc j'imagine routière, comment permet-elle de répondre aux objectifs de réduction des GES. Donc il y avait des questions de mobilité et d'enjeux vis-à-vis de la transition énergétique. Et enfin, il y avait une question très précise sur l'homogénéisation des critères de création des SDU, donc notamment pour les villages hameaux qui ont la loi littorale sur le territoire du Cibarval. Donc voilà, on n'aura peut-être pas toutes les réponses techniques aujourd'hui, mais l'idée c'est aussi de les intégrer et qu'on puisse après vous faire une restitution de ces questions. Mais il y a peut-être déjà quelques éléments de réponse stratégiques. Alors, il y a plusieurs questions. En effet, le lien entre eau potable et croissance démographique, évidemment, sera fait. On a une réunion d'ailleurs technique avec le SMEGREG jeudi matin pour établir le potentiel de prélèvement en eau potable sur l'ensemble du territoire et croiser avec la croissance démographique prévue. La loi littorale est une loi comme la loi climat résilience, comme la loi Elan qui s'impose à nous, donc nécessairement elle sera déclinée dans le SCOT. Et l'autre thématique, il y avait la loi littorale et la voie de contournement. Et la voie de contournement, on en parlera tout à l'heure dans l'axe mobilité. Qui parlera des mobilités. Je vous propose de prendre encore deux questions dans la salle. Donc, je crois qu'il y en a une tout devant. Attendez, on va commencer par tout au fond et on finira par tout devant sur cet axe. Bonjour. D'abord, je voudrais vous demander si c'est une réunion d'information ou de concertation, parce que si c'est une réunion d'information, c'est parfait. Si c'est une réunion de concertation, je rejoins complètement le monsieur, à savoir que ça va dans tous les sens et qu'on ne peut pas travailler comme ça. J'ai cru lire que c'était concertation, c'est pour ça que je suis un peu surprise. Mais ensuite, je m'interroge beaucoup sur comment ces groupes de travail vont pouvoir travailler sur la diminution de la circulation gaz à effet de serre avec le renchérissement de l'immobilier récemment, ce qui fait que les gens qui travaillent sur le bassin d'Arcachon, sur les zones d'activité, ne peuvent plus se loger. Donc sont obligés d'aller très très loin.
où il n'y a pas de train, il n'y a pas forcément de bus, il n'y a pas forcément de choses qui sont pratiques, et il y a quand même quelque chose Comment avez-vous prévu de travailler cette thématique qui est quand même très centrale, avec des prix exorbitants de maisons et des gens qui trouvent même pas de loyer? Moi, je connais plusieurs personnes autour de moi qui n'arrivent pas à se loger. Voilà, soit très très loin, et à ce moment-là, effectivement, les voitures, et etc. Alors, le problème que vous évoquiez sera traité effectivement au cours d'un atelier. La question que vous soulevez, elle est connue malheureusement sur tout le territoire, puisqu'aujourd'hui nous avons de moins en moins de terrains disponibles. Et effectivement, c'est la rareté qui fait augmenter les prix. Et se pose le problème du logement des jeunes, le problème de logement effectivement des personnes qui viennent travailler, qui veulent vivre sur notre bassin. Et puis se pose également le problème du social, le logement social. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, mais il y a eu plusieurs réunions, on nous dit, mais aujourd'hui, tous les terrains disponibles, vous devriez faire pratiquement du 100% social, si ce n'est que les communes, aujourd'hui, ont peu de terrains communaux. Et vient s'ajouter le problème de la division parcellaire, aujourd'hui, des terrains privés, qui ne favorisent pas, justement, la construction de logements collectifs. Donc, toutes ces questions sont prises en compte, et justement on va essayer de nous on a comme objectif de mémoire, vous me reprenez Anthony, je crois que c'était 11 000 logements, 11 000 logements, ouais, 11 000 logements d'ici 2030, puis 9 000 d'ici 2040. Voilà, donc on a estimé le besoin en logement, et maintenant reste à savoir comment est-ce qu'on va le répartir par intercommunalité en fonction de la disponibilité des terrains. Et donc c'est le but du travail que nous faisons et que nous allons donc affiner aussi dans le document d'objectifs et d'orientation, le D2O. Et je réponds effectivement sur la question de la concertation, qu'on est effectivement sur une réunion là, qui permet d'informer, de relancer et puis d'affiner la concertation qui va avoir lieu, puisque c'est aussi par ces échanges qu'on va avoir ce soir tous ensemble, de pouvoir après affiner les ateliers, comme vous pouviez le dire, d'affiner les thématiques qui vont être échangées. Voilà, on est dans un format qui ne permet pas forcément une concertation au sens de plan, de cartes, etc., de post-it, mais voilà, on est bien dans cette idée-là. Et ça me permet de rebondir sur une question qui est publiée en live sur le fait de savoir quand seront les ateliers. Ils vont avoir lieu assez rapidement, donc il va y avoir des temps forts et assez intenses de concertation. Donc j'espère que ça répondra en tout cas à vos attentes, et ils auront lieu, ils commenceront à partir du mois de mars-avril. Et les dates vont bientôt être fixées, ainsi que le panel citoyen aussi, qui à partir d'avril va commencer à être lancé. Donc voilà, on a vraiment des temps assez importants de concertation à venir. Je propose de prendre une question peut-être devant, parce qu'on avait le micro au départ. Comme vous voulez. Allez-y, monsieur. Merci. Jean-Claude Duhard, association Cobartec. Je voulais intervenir et surtout aborder un petit peu l'historique de nos problèmes, mais j'abandonne. J'abandonne parce que ça serait vraisemblablement trop long. J'en reviens à un point qui me semble très chaud et qui est vraiment problématique, au moins pour moi, mais je vous le livre, c'est que voici 4-5 ans, il y avait un projet de regroupement administratif entre les trois entités, c'est-à-dire la Cobaz, la Coban et le Val-de-L'Aire. J'en avais discuté avec certains élus, et notamment Madame Lemonnier, qui semblait tout à fait favorable, c'est-à-dire que on serait avancé dans des conditions bien sûr à définir sur ce regroupement administratif. Qui, me semble-t-il, conditionne le devenir de ce territoire qui est particulier. Et ça me semble abandonné, d'après ce que j'entends auprès de certains élus. Et donc, à partir du moment où on abandonne ce regroupement administratif, je vois très difficilement arriver à une organisation commune. Et pourtant, je suis très favorable à avoir la défense des spécificités et des points communs. Voilà. Alors, c'est exact que la création de cette intercommunalité a été à l'ordre du jour il y a à peu près 2 ans. Je me tourne vers les élus, de 3 ans peut-être. Et puis, c'est un projet qui a complètement été abandonné par l'État.
Donc c'est vrai qu'au départ, on nous avait un petit peu poussé pour faire ce mariage entre nos 3 intercos, et puis on en a absolument, enfin les services de la préfecture ont abandonné le projet. Voilà. Absolument pas. Absolument pas. Et on va prendre peut-être une dernière question devant sur cet axe et après on passera aux axes suivants où il y aura à nouveau des temps d'échange pour pouvoir prendre toutes les questions. Merci. Je ne sais pas si c'est l'axe, enfin s'il en est question, mais préservé. Ma question était concernait les élus sur la densification urbaine. Je voudrais savoir, je comprends pas comment les élus font, à savoir concilier l'inconciliable, la volonté de l'État de densifier les zones urbaines pour des raisons évidentes de protection des zones naturelles et des zones agricoles, et ça en opposition aux populations locales qui refusent la densification. C'est-à-dire que vont se traduire dans les PLU, dans les PLUI, forcément des densifications. Donc comment les élus réagissent à ça? Ça, j'avoue que c'est la quadrature du cercle pour moi. Alors effectivement, là vous soulevez une question enfin, les élus. Enfin, je parle, moi, alors je vais vous parler en tant que maire, maire de ma commune. Effectivement, comme je dis, je répète tout le temps, je n'ai pas été élue pour densifier ma commune. Et en tant que présidente du Cyberval, je dois appliquer les règles qui nous sont imposées par les différentes lois successives. Effectivement, la doctrine de l'État, c'est reconstruire la ville sur la ville. Donc, ce qu'on veut, on nous a dit effectivement, le modèle pavillonnaire d'étalement urbain aujourd'hui doit être totalement abandonné et il faut absolument qu'on densifie nos dents creuses. Si ce n'est qu'effectivement, c'est tout à fait contradictoire avec la volonté des populations, parce que nous avons un art de vivre, un bien vivre sur notre territoire, et c'est vrai que les populations n'y sont pas prêtes. D'autant plus que c'est absolument contradictoire, à mon sens aussi, de vouloir absolument densifier les centres urbains, puisque on veut aujourd'hui créer des îlots de fraîcheur, et je pense qu'en densifiant, on est loin de créer des îlots de fraîcheur en intra-urbain. Effectivement, c'est la quadrature du cercle, et aujourd'hui, c'est une difficulté que nous aurons du mal à surmonter. D'autant plus que l'État refuse toute ouverture à l'urbanisation lorsque les communes n'ont pas démontré leur possibilité de densifier les centres urbains. Et en plus de ça, donc on nous impose dans certaines... La COBAS y est déjà soumise à la loi SRU, 25% de logements sociaux. La COBAN n'y est pas encore soumise, mais d'ici la fin de la mandature, je pense que nous aurons une commune de plus de 15 000 habitants, donc nous y serons tous soumis. Et quant au Val-de-l'Air, je pense qu'il a un petit peu plus de temps, mais nous travaillons tous dans cet objectif de remplir ce quota de 25% de logements sociaux. Mais sans ouverture à l'urbanisation, ça va être compliqué. Effectivement, il va falloir en venir à densifier les centres urbains et je suis certaine que nos populations n'y sont vraiment pas prêtes. On va prendre une toute dernière question sur cet axe. Oui, merci. Vital Bott, conseiller municipal d'Arcachon, conseiller régional. Moi aussi, je m'inquiète de voir cette réunion passer pour de la concertation, là où il s'agit d'information. Et donc, je me réjouis d'entendre et de comprendre que ça n'est pas le cas. Pour autant, j'avais cru comprendre que vous aviez comme objectif, mais vous allez me contredire si ce n'est pas le cas, de produire, de publier, d'arrêter ce fameux plan d'aménagement stratégique en février. Donc merci de nous préciser le calendrier, que l'on sache bien dans quelle mesure les réunions de concertation et non pas d'information que vous avez ou que le technicien a évoqué seront bien pris en compte dans une réelle concertation pour élaborer ce plan d'aménagement stratégique. Et la deuxième remarque, un peu sur le fond, davantage sur le fond, pour pointer un certain nombre de choses. La première, mais on y reviendra plus en détail dans ces réunions de concertation, mais quand même, la première, vous annoncez 50%, si j'ai bien compris, d'augmentation d'urbanisation ou d'étalement urbain, sans dire, en tout cas moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, à quoi, si ça se rapporte à l'enveloppe existante ou bien
à l'augmentation qu'il y a eu dans les dernières années, comme l'impose notamment le SRADET. Donc, enfin, vous avez été très vite, on parle de choses qui sont fondamentales pour le territoire, vous avez été très vite, rassurez-nous un tout petit peu là-dessus, et j'irai même un tout petit peu plus loin. On a vécu en février dernier quelque chose qui a été qualifié par Sabine Jeandenant, la directrice du CIBA, comme une catastrophe. Je veux parler des inondations qui ont lieu sur tout le tour du bassin d'Arcachon, et je m'interroge sur l'opportunité de continuer un étalement urbain dont on sait qu'il est directement responsable justement des problématiques d'inondation qui vont s'accroître dans les années à venir. Donc voilà, sur le plan stratégique, on sait que les réseaux ne font plus face et que même si on veut modifier ça, ça coûtera beaucoup d'argent, donc ça mérite de s'interroger sur le plan stratégique. Et en plus, on ne sait pas si ça sera réalisable dans les temps, dans les échelles de temps qui concernent le PASS et le SCOT à venir. Et ensuite, pointer une autre contradiction, mais ça a été un tout petit peu effleuré concernant le logement et la difficulté pour les gens de se loger, engendrant de plus en plus de déplacements. Une contradiction entre le plan climat, air et énergie du territoire qui pointe, et c'est plutôt bien, même si on n'est pas à la hauteur encore de la loi climat et résilience, qui a comme objectif de réduire de 40% à horizon 2030 les gaz à effet de serre. Et dans le même temps, on vient d'inaugurer le prolongement de l'autoroute à 660. On envisage d'augmenter encore les capacités routières en 2x2 voies jusqu'à Arcachon. Vous regrettez, pas moi, mais vous regrettez que la voie de contournement routière ne se fasse pas. Et donc, déjà, dès le départ, quand on pose les termes du débat ou de la concertation, on voit qu'il y a des contradictions flagrantes, sachant que le parc automobile ne sera pas remplacé par des véhicules électriques à court terme. C'est impossible. Aucun spécialiste ne l'envisage sérieusement. Donc voilà, simplement sur ces quelques axes qui n'ont, à mon avis, qui ont été présentés très rapidement, quelques contradictions qui me paraissent flagrantes pour ne pas figurer dans un plan stratégique comme se PASS et demain ce SCOT. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces problématiques-là plus en détail dans ces fameuses réunions de concertation, après que vous nous ayez rassurés sur le calendrier. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, le calendrier, donc, normalement, on devrait arrêter fin mars. Voilà, donc on a encore le temps de travailler, d'organiser donc début février, mars, donc il y aura les réunions de concertation, donc on transmettra le PASS aux personnes publiques associées quand nous l'aurons donc quand nous aurons intégré les remarques et les amendements qui seront issus des réunions de concertation. Ça, c'est une chose. Ce que vous me disiez tout à l'heure, alors vous me parlez d'augmentation de 50%, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Notre premier objectif qui est fixé par la loi, c'est 50% de réduction de consommation d'espace. Donc c'est le but que nous essayons d'atteindre et qui est inscrit dans notre objectif, des objectifs du PASS. Donc là, il n'y a pas de contradiction. En fait, ce ne sont pas des contradictions que vous pointez, monsieur. Vous faites une description simplement de la situation actuelle. Nous sommes obligés de faire avec. À moins que vous ayez une baguette magique, moi je n'en ai pas. Nous avons une situation actuelle, il va falloir traiter. Vous me dites qu'il ne faut pas faire de doublement de 4 voies, mais nous avons nos populations, vous savez, le nombre de mouvements pendulaires des personnes qui habitent sur le bassin, qui vont travailler vers la métropole et qui rentrent le soir chez eux. Donc aujourd'hui, tout est bloqué. Alors effectivement, il va falloir que nous travaillions sur les transports en commun. C'est un travail important que nous menons aujourd'hui. Quand vous me dites qu'on était tout à fait pour ce contournement urbain, ce n'était pas forcément la solution. Et vous pouvez, c'était une des solutions, puisque ça s'appelait le projet de développement durable du Nord-Bassin. Vous avez pu constater que toutes les communes, notamment je parle de Lac-Auban, nous avons tous travaillé, tous les maires ont travaillé pour ce qu'on appelle apaiser la circulation dans nos communes. La circulation a été apaisée dans le sens où nous avons essayé de partager les axes avec les vélos, avec les piétons. Nous avons ralenti aussi, nous avons mis
en place des dispositifs pour ralentir la circulation. Donc je pense qu'on ne peut pas nous accuser d'aller à l'encontre de tout ce qu'on nous demande, bien au contraire. Seulement c'est un long processus. Vous en conviendrez. L'objectif, c'est 2050. Effectivement, c'est demain, c'est dans 20 ans, 30 ans. Je pense qu'il faut il faut que la population aussi accepte tous ces changements qui sont utiles. La préservation de l'environnement, c'est quelque chose d'utile. Lutter contre les effets à gaz de fer, c'est quelque chose évidemment qui est non seulement utile, mais c'est une question de survie pour notre espèce. Mais il faut aussi qu'il y ait un degré d'acceptabilité par la population. Et l'écologie punitive, je ne pense pas que ça puisse être bien accepté par nos populations. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on travaille en concertation, effectivement, et qu'on travaille, comme on dit en anglais, step par step, c'est-à-dire un pas après l'autre. Et je suis relativement confiante dans ce que nous serons tous capables de faire, puisque vous savez qu'un des grands objectifs aussi des missions, la deuxième grande mission du Cyberval, effectivement, c'est de mettre en place ce plan climat, ce PCAET, qui va normalement donc nous aider à réduire effectivement la pollution et les gaz à effet de serre sur notre territoire. Merci. On répondra aussi aux questions sur le logement. On les associera tout à l'heure dans la deuxième partie à d'autres questions qui ont été posées en ligne, enfin de nombreuses questions qui ont été posées en ligne sur le logement. Je vous propose tout d'abord de passer à l'axe numéro 2, qui est celui donc accueillir, qui va parler notamment de sujets qu'on a déjà un peu évoqués sur les mobilités. Et je vous laisse la parole, Monsieur le Président du Cyberval. Oui, je passe donc au deuxième axe qui s'intitule Accueillir et qui reprend trois objectifs concernant l'organisation de l'armature urbaine et donc l'accueil de nouveaux habitants. L'objectif 7 concernant l'accueil qualitatif des visiteurs et puis l'amélioration, diversification des mobilités. Donc, seulement 3 objectifs, mais des thématiques qui sont structurantes pour le territoire. Cet objectif 6 donc fixe les objectifs de croissance démographique et des capacités de création de logements sur le territoire. Les élus ont fixé l'objectif premier de freiner l'accueil de nouvelles populations en décélérant la croissance démographique. Aujourd'hui, le territoire, et depuis 20 ans maintenant, est à plus 1,9% de croissance démographique par an. Donc c'est 2500 à 3000 nouveaux habitants qui arrivent sur notre territoire. Et donc la volonté est vraiment de freiner cette croissance démographique en 2 phases. La première phase à 10 ans, donc à 2030, avec une croissance moyenne de 1,3, et ensuite passer de 1,3 à plus 1% entre 2030 et 2040. À partir de ces objectifs d'accueil de population et de croissance démographique, nous travaillons à la capacité d'accueil pour chacune des polarités, puisque cet objectif à l'échelle du SCOT devra être décliné par intercommunalité et ensuite par commune, puisque vous le savez, chacune des communes a des taux de croissance différents, et donc il va falloir qu'on puisse fixer le nombre d'habitants et de logements à créer commune par commune. Comment on va le faire? En optimisant d'abord le foncier déjà urbanisé, donc la mobilisation des friches, le renouvellement urbain tel que ça se développe déjà aujourd'hui, travailler sur les espaces libres au sein de l'enveloppe urbaine avant de permettre des extensions qui seront nécessairement limitées, puisque on précisait tout à l'heure l'objectif de moins 50% de consommation d'espace, donc fixé par la loi et fixé par le SRADET également. Donc les extensions seront très limitées à l'échelle des 17 communes. Et puis la croissance démographique nécessite la création de logements, et donc ces chiffres de plus 1,3% à 2030 et plus 1 à 2040 impliquent la création de un peu plus de 20 000 logements à 20 ans, donc 11 000 puis 9 800.
l'armature urbaine, elle est définie comme cette carte le présente, autour de 3 catégories d'espaces. Un pôle régional qui a été défini par la région autour d'Arcachon-la-Teste, puisque c'est un pôle qui accueille à la fois des services et des équipements structurants à l'échelle de notre territoire, en plus de services de mobilité, et donc sur ces 2 communes. Ensuite, nous avons quasiment l'ensemble des autres communes qui sont des pôles territoriaux parce qu'elles ont également des niveaux de services et d'équipements permettant de répondre aux besoins du quotidien des territoires, puisque nous ne sommes pas comme sur d'autres territoires, beaucoup d'autres territoires avec une ville-centre, une première couronne, une deuxième couronne. On est plutôt sur une multipolarité où chacune des communes a des niveaux d'équipement qui sont satisfaisants au quotidien. Et donc c'est pour ça que beaucoup de communes sont reconnues comme pôles territoriaux. Et nous avons Saint-Magne et Lugo qui sont les 2 plus petites communes du territoire qui ont plutôt là un statut de centre-bourg avec plutôt du dépannage en termes de services et de commerce. Donc cette armature va nous permettre derrière, dans le cadre des ateliers de concertation, des temps de travail avec chacune des communes, de fixer les objectifs en termes de nombre de logements, d'équipements nécessaires à créer et également de fixer les enveloppes foncières qui seront attribuées à chacune. Merci. Ensuite, je continue. Je continue. Un axe également sur les besoins des travailleurs saisonniers. Donc là aussi, il faudra qu'on puisse préciser, définir les besoins et travailler aux offres de logement pour ces travailleurs saisonniers. Et puis, le sujet des logements sociaux, on l'a effleuré tout à l'heure. Nous devons également fixer des objectifs de création de logements sociaux par intercommunalité, puisque comme le précisait la présidente, on est sur 3 profils différents d'intercommunalité. La COBAS qui est déjà soumise à la loi SRU, la COBAN qui va le devenir, et donc il faut qu'elle anticipe l'atteinte de cet objectif, et puis la communauté de communes du Val-de-l'Air, qui n'est pas soumise à la loi SRU, mais qui devra, dans le cadre du SCOT, se fixer un objectif de production de logements sociaux. Donc là aussi, un objectif à l'échelle du SCOT, et qu'il va falloir préciser à l'échelle intercommunale. Le réseau commercial et le service de proximité, l'offre de santé sont aussi des éléments qu'il faut approfondir à l'échelle des intercommunalités, voire des communes. À l'échelle commerciale, nous sommes sur, là aussi, une hiérarchie à 3 niveaux, avec des zones commerciales d'envergure territoriale, donc qui répondent aux besoins de l'ensemble du territoire, à La Teste, Biganos et Arès, des hypermarchés d'intérêt plutôt intercommunal à Gujan, Mios, et puis la zone commerciale du Barp à son échelle, qui a aussi un rôle structurant, et les commerces de proximité au sein des bourgs. Ça, c'est l'organisation qui est proposée et qui est actée. Un axe fort qui a déjà été pris par les élus, c'est de ne pas avoir d'extension de ces zones commerciales et de travailler à ces échelles-là pour densifier, s'il y a besoin de densifier l'offre commerciale, mais plutôt d'être dans la restructuration, la relocalisation. On a beaucoup d'exemples dans les différentes zones, mais de travailler à échelle constante pour améliorer le service commercial. L'objectif 7 concerne le développement touristique, avec la mise en valeur des richesses touristiques variées du territoire, c'est-à-dire de ne pas emmener tout le flux de touristes vers une ou deux, on va dire, attractions touristiques qu'on connaît bien sur le territoire, mais plutôt d'avoir une mise en valeur globale, et notamment au sein du parc naturel régional, pour pouvoir proposer d'autres offres touristiques, plutôt le tourisme vert ou le tourisme rural. Ça passe par l'accueil des touristes avec des hébergements qui soient adaptés.
La protection aussi du patrimoine alors vernaculaire et culturel, c'est-à-dire les lavoirs, certaines villas, le petit patrimoine plutôt rural, et puis des espaces de loisirs et récréatifs pour les habitants, on en a, mais c'est aussi travailler au bien-être des habitants qui sont sur place, et pas forcément uniquement tourner vers le flux touristique estival. Et puis le troisième objectif de cet axe concerne les mobilités, avec des projets d'infrastructures routières et ferroviaires qui sont en cours de développement. Donc la prolongation de la 660 qui est inscrite dans ce projet. Au niveau ferroviaire, c'est le RER métropolitain, donc avec des liaisons vers Bordeaux. Les projets et réflexions à approfondir, c'est cette voie de contournement qui est soumise au débat. Donc savoir si on l'a fait, oui ou non, et sur quel périmètre. Donc là, c'est aussi des sujets à aborder. Et compléter l'offre structurante de mobilité sur l'ensemble des offres alternatives à la voiture individuelle. Donc évidemment, c'est l'offre de transport en commun qui existe et qui est très bien maillée sur le Sud-Bassin. Une réflexion à mener sur le Nord-Bassin pour structurer cette offre, mais également en milieu plus rural dans le Val de l'Air. Les alternatives à l'autosolisme, c'est le développement des parkings relais. C'est aussi travailler sur les motorisations alternatives, donc c'est peut-être proposer plus de bornes de recharge, travailler sur l'hydrogène, donc c'est des pistes qui sont proposées là aussi qui seront proposées à la concertation et à la réflexion pour proposer des prescriptions. Et la pratique apaisée, la présidente en parlait, c'est au sein des cœurs de ville de partager la voirie entre les différents modes. C'est la dernière diapo, celle-ci. Et donc on a à la fin de chaque axe une carte de synthèse qui permet de fixer les objectifs, les enjeux de la thématique précisée dans l'axe, donc en l'occurrence la mobilité. Que je détaille pas, mais qui sera le support de la concertation pour proposer derrière des prescriptions et des propositions beaucoup plus précises. Si je peux me permettre, le détail, en fait, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui permet de lancer la concertation. Donc j'entends les remarques qui sont faites, mais là, c'est présenter le socle de la réflexion des élus qui sera ensuite soumis à concertation lors des différents temps de travail qui vont nous amener jusqu'à l'été. Donc c'est l'aller-retour en fait entre les partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, les élus du territoire et puis les habitants et les associations. Donc là, c'est un point d'étape. Ce qu'on vous présente là n'est pas nouveau, puisque ça a déjà été débattu en décembre 2019. Donc le document, il est déjà sur notre site internet depuis 2 ans maintenant, et il est maintenant affiné et on reprend le cours aussi suite au renouvellement municipal, à la crise sanitaire et au temps de travail qu'il nous a fallu techniquement, voilà les études, techniquement et politiquement, de s'approprier ces enjeux-là pour pouvoir maintenant les présenter et les soumettre à la concertation. Là, c'est simplement le point d'étape, rien n'est figé, rien n'est acté définitivement, et on continue le travail. Merci. Effectivement, pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions en ligne sur la concertation, vraiment, on sera précis très rapidement, je pense, dans la question de l'organisation de ces temps, du calendrier, du format qu'il prendra et de la forme du panel citoyen. On ne l'est pas encore aujourd'hui, parce qu'on est en train d'être finalisé, donc on préfère dire les choses quand elles seront vraiment finalisées. Et ce sera évidemment annoncé par le Cybarval, et ce sera très précis, et c'est très ambitieux, avec beaucoup de temps de concertation. On va maintenant prendre quelques questions sur cet axe. Hop. Si on a plusieurs questions. Peut-être démarrer par quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. Oui. Bonsoir, Béatrice Bach. Voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous allez mettre en place pour freiner la croissance démographique. Merci. Merci pour la question concise.
Alors oui, c'est pas la question la plus facile que vous avez posée. Pour limiter, ça va être compliqué. De toute façon, ce qui va forcément limiter l'augmentation de la démographie, ça va être le foncier. Plus le foncier va être rare, plus le foncier aussi va être cher, malheureusement. Ça va forcément, à un moment, il va forcément y avoir une limitation de la démographie. Nous avons donc un objectif d'accroissement de la population de 1,3% à 2030, et puis 1% jusqu'à 2040. Donc, ce sont les objectifs à atteindre, et je pense que ça va forcément se réguler par le foncier. Merci, on va prendre une autre question peut-être devant, à droite, oui. Oui, Gérard Ruiz, donc Association pour le développement durable. Je voulais savoir si, dans le cadre de la préparation du SCOT, comme la loi l'autorise aujourd'hui, vous avez l'intention de proposer aux communes de séparer le foncier du logement lui-même, vous savez, de façon à limiter la hausse des prix des loyers, et notamment de l'accès, de primo-accès propriété. Puisqu'il y a des expériences, jusqu'à présent, c'était des expériences qui étaient menées à Lille, Rennes, etc. Mais aujourd'hui, les collectivités, avec l'aide de l'EPF, peuvent se procurer du foncier et permettre ainsi de vendre simplement la construction et de garder la propriété du foncier, ce qui réduit considérablement les coûts. Et il serait intéressant que dans le SCOT, ce genre de possibilités soit proposé de manière à ce que les communes puissent le mettre en œuvre. Ça, ce sont des questions que nous étudions au niveau des PLH. Du plan locaux de l'habitat. Effectivement, aujourd'hui, on peut travailler avec les établissements publics fonciers. Il y a certaines possibilités, effectivement, pour les communes de pouvoir se procurer du foncier. Encore faut-il en avoir. Mais effectivement, donc ce sont des règles, enfin, ce sont des questions qu'on étudie dans les PLH qui sont, nous, la COBAN, on est en train de le mettre au point. Effectivement, ce sont des possibilités. Maintenant, on peut dire que c'est facile à faire, non, mais on va s'y attacher pour de toute façon pouvoir faire du logement social. Madame, monsieur, le facteur fondamental de la consommation d'espace, du développement urbain, c'est la résidence secondaire. J'observe qu'il n'en est pas fait mention une fois dans votre ébauche de discours pour l'instant. Ça représente la moitié des constructions. Ça représente très souvent 3/4 du patrimoine, 60% Arcachon, 90% Allège de l'habitat existant. Ça représente plus de la moitié de ce qui est construit à l'heure actuelle. Et il n'en est pas fait mention. Il faut donc bien prendre une attitude. Ou bien on laisse courir, ou bien parce qu'on visse les uns, on visse les autres. Qu'est-ce qu'on fait des résidences secondaires? Quels seront vos choix? Alors, monsieur, c'est compliqué d'avoir des choix. Comment est-ce que vous voulez? Effectivement, les résidences secondaires, dans certaines... Il y a une disparité au niveau des 3 intercos, effectivement, au niveau de la COBAN et même au niveau des 8 communes de la COBAN. Vous avez cité l'Èche-Caféré, effectivement. Nous, je sais qu'à peu près jusqu'à Lanton, moi, j'ai à peu près 30% de résidences secondaires. Et puis après, il y en a moins sur Biganos, Mios, Audange et Marcheprime. Je parle de la COBAN. La COBAS, effectivement, a certainement aussi beaucoup de résidences secondaires. Mais que voulez-vous que nous fassions? On ne peut pas spolier les propriétaires et leur dire vous n'avez pas le droit, monsieur ou madame, d'avoir une résidence secondaire. Non. Non, on est dans cet état droit, monsieur. Vous savez que la propriété privée est garantie constitutionnellement. Et ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la propriété, la protection de la propriété privée. Donc on peut pas porter atteinte à cette propriété. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de moins en moins de résidences secondaires aujourd'hui. Nous, on le constate, avec justement la crise sanitaire, on voit de plus en plus de personnes qui font de leur résidence secondaire des résidences principales, notamment aujourd'hui avec la possibilité du travail à distance. On a beaucoup de jeunes qui viennent s'installer dans les résidences secondaires de leurs parents, vous voyez, qui les investissent et qui deviennent des résidences principales. Je crois que, et puis aussi, ça devient de plus en plus cher d'entretenir 2 résidences. Donc ça aussi, c'est un facteur qui est pris en compte. Effectivement, le problème
problème se pose davantage pour les logements vacants. Ça, c'est autre chose. Il faut quand même savoir que sur l'ensemble de l'Interco, nous avons un taux beaucoup moins important qu'au niveau national et départemental de logements vacants. Je crois que nous sommes à 4%, voilà 4%, et le taux national est aux environs de mémoire de 7,5%. Donc les logements vacants, les communes peuvent aussi instituer des taxes pour les logements qui sont vacants depuis plus de 6 mois. Donc là, on a quand même, les communes ont certains leviers. Maintenant, les résidences secondaires, on ne peut pas y porter atteinte. Mais je vous assure qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui. On va prendre quelques questions qui ont été données en ligne avant de passer à d'autres questions de la salle. Il y avait une question notamment sur les PLH. Il y a de nombreux PLH, donc plans locaux d'habitat en cours sur le territoire, et comment certains éléments qui sont en réflexion à l'intérieur de ceux-ci viennent nourrir les réflexions sur le SCOT. Et puis, il y avait une question sur un plan alimentaire du territoire. Est-ce qu'il y aurait un plan alimentaire du territoire et dans quelle mesure le SCOT évoque ces questions-là d'alimentation et notamment agricole? Concernant les plans locaux d'urbanisme, en fait, oui, locaux d'urbanisme et le de PLH, plan local de l'habitat, sont deux documents qui doivent prendre en compte les orientations du SCOT. Donc là, mais ils ont des temporalités différentes. Les PLH, c'est 6 ans. Le SCOT, on est à 20 ans. Donc les deux se nourrissent. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la Coban, mais aussi le Val de l'Air sont en train de travailler ce document-là. Donc, ils prennent en compte déjà les orientations du SCOT en cours de rédaction, mais nécessairement à la lors de l'approbation du SCOT, tous ces documents-là devront être mis en révision et intégrés. Sur le projet alimentaire territorial, on voulait répondre peut-être? Oui, effectivement, il y aura donc une prise en compte du plan alimentaire territorial dans le SCOT. D'ailleurs, nous avons reçu au pays, ce qu'on appelle le pays, c'est les 3 intercos, nous avons reçu donc des personnes qui portent justement ce plan alimentaire territorial, qui nous ont demandé justement de les aider à développer, et nous l'intégrerons dans le SCOT. Merci. On va prendre 2 dernières questions dans la salle sur cet axe. Oui, bonsoir, merci. Sébastien Hénin, conseiller municipal à Arcachon. Je vous remercie tout d'abord pour la présentation de ce soir. J'ai une question par rapport aux 50% que vous évoquez ce soir. Qu'est-ce qui nous empêche de nous démarquer et d'avoir un objectif plus ambitieux pour aller chercher une augmentation des surfaces qui soit inférieure à 50%? Pourquoi est-ce que vous tenez absolument à atteindre cet objectif de 50%? Pourquoi ne pas cibler un objectif plus faible? Je ne comprends pas toute votre question. En fait, l'objectif qui est fixé par la loi, pardon? Oui, c'est un plafond. On pourrait aller plus loin. Non. On pourrait aller au-delà des moins 50. On pourrait aller au-delà des moins 50, c'est ce que vous voulez me dire? Oui, mais alors après, vous prenez la parole. On ne sait pas pour l'instant. Rien ne nous en empêche. Rien ne nous en empêche. On peut travailler effectivement sur un pourcentage plus élevé. Effectivement, rien ne nous en empêche. Oui, inférieur, oui, mais ça dépend. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je suis d'accord avec vous. Oui, rien ne nous en empêche. C'est une réflexion qu'on pourrait mener. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Non, là, non, je sais pas. Bon, on pourra effectivement, se poser la question au niveau du bureau des maires. Voilà, c'est ce que je dis. On va mener la réflexion au niveau des maires. Merci. Une dernière question. Oui. C'était 3 remarques ou 3 questions sur. Vous parlez des objectifs, souvent objectifs à long terme ou objectifs à terme. C'est une sémantique qui revient souvent et qui peut être qui peut sous-tendre un risque de ne jamais atteindre ces objectifs. Donc en fait, je voulais savoir comment vous comptez cranter ces objectifs. Quand on fixe un objectif pour 2040, en fait, j'imagine que vous allez, dans votre stratégie, avoir un différent cran pour 2025, 2030, 2035, 2040, etc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième qui est en lien avec ça, c'est quels sont votre
vos garde-fous, en fait, si vous n'atteignez pas les objectifs en 2025, en 2030, l'idée, j'espère qu'on ne dira pas, mais vous savez, c'est compliqué, on essaie d'avancer step by step, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est la meilleure façon de ne pas atteindre l'objectif. Effectivement, il y a des vrais enjeux, il y a des vraies dynamiques à lancer, et si on ne se donne pas les moyens d'y parvenir, on pourra toujours reporter les objectifs à plus tard, et on va avoir des objectifs glissants, et finalement, on ne va pas transformer le territoire comme on devrait le transformer. Donc, quels sont les garde-fous ? Si vous ne parvenez pas aux objectifs, comment vous allez les prendre en compte ? Ça voudra dire qu'il faudra redoubler d'efforts. Donc, quel est votre plan B pour redoubler d'efforts à ce moment-là, et ne pas attendre 2040 pour conclure que finalement, c'était compliqué, on n'y est pas arrivé. Deuxième remarque, c'est par rapport à l'objectif 6. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait identifier le nombre de logements par commune et le nombre d'équipements par commune. Je voulais savoir si dans cet esprit-là, il y a une réflexion sur la mutualisation et l'optimisation des équipements, puisqu'on peut voir, notamment sur la COBA, que chaque ville va avoir sa piscine, chaque ville va avoir sa salle de spectacle, etc., etc. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse à une résilience du territoire et à la réduction des émissions, d'une part, de gaz à effet de serre et de consommation de l'espace. Et la dernière question, qui est plutôt une remarque, en fait, c'est par rapport à votre objectif sur la mobilité. C'est toujours très compliqué, j'arrive pas à comprendre votre logique là qui essaye de poursuivre deux objectifs qui sont opposés. Le premier objectif, c'est de doubler les voiries, de créer des autoroutes, d'augmenter les infrastructures routières. Et l'autre objectif, dans la même partie, la ligne en dessous, c'est de développer les transports en commun, de réduire les gaz à effet de serre. Dans cette même partie, vous avez deux objectifs qui sont opposés. Aujourd'hui, c'est très très bien renseigné. Les problèmes de congestion, d'ailleurs, ça a été théorisé aux États-Unis, au Canada, etc. Ça s'appelle la loi sur la congestion autoroutière. Vous pouvez consulter ça. Vous verrez très bien que lors qu'il y a des congestions, la solution que les élus souvent proposent, c'est d'élargir les voies, de les doubler. Ça marche effectivement 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sauf qu'en fait, ça fait un appel d'air. Ça favorise le déplacement routier au détriment des développements doux. Et donc, ça veut dire qu'à terme, on a encore plus de voitures qui circulent, de camions, etc. Et que l'argent que l'on met là, on ne le met pas dans les alternatives. Donc, je pense que ça serait, si on va avoir un SCOT cohérent, c'est de prioriser ce que l'on veut pour le territoire. Et on ne peut pas poursuivre deux objectifs qui, à mon avis, sont opposés. Alors, pour répondre à votre dernière question, ce ne sont pas augmenter les infrastructures. En fait, ce n'est pas un objectif. Pour nous, ce n'est pas un objectif, surtout pas dans le SCOT. C'est un moyen de répondre au jour le jour aux difficultés de transport que connaissent aujourd'hui toutes les personnes qui empruntent leur véhicule pour aller travailler sur la métropole et qui rentrent le soir. Donc c'est une réponse qu'on essaye d'apporter, que les intercommunalités et les communes essayent d'apporter. Donc c'est surtout pas un objectif pour nous. Effectivement, diminuer les gaz à effet de serre, c'est un objectif que nous sommes fixés à l'horizon 2050 dans le PCAET. Ça oui, c'est un objectif, mais pas d'augmenter les infrastructures. Et donc on vous en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, toutes les communes travaillent déjà à apaiser leur traversée de bourg et on essaie justement de travailler sur des plans de mobilité au niveau même des entreprises, des plans de mobilité en essayant d'augmenter les transports en commun, de faire des pôles intermodaux, de façon à faciliter aussi, de permettre aux personnes d'aller rejoindre les gares, de pouvoir garer leurs véhicules pour aller sur la métropole, d'y aller en train. Donc on travaille sur tous ces objectifs. Ça fait partie des plans de mobilité qui sont aujourd'hui travaillés. Ensuite, vous me parlez de mutualisation. Donc effectivement, c'est dans l'air du temps et c'est pour ça que les intercommunalités ont été créées. Alors c'est pas facile. C'est pas facile. Certaines intercommunalités sont plus récentes que d'autres, et c'est vraiment l'intérêt justement, c'est de mettre les moyens en commun pour dépenser moins et surtout pour aussi pour avoir des infrastructures que nous pouvons partager. Donc oui, la mutualisation n'est surtout pas remise en compte, remise en cause dans notre travail. Je crois qu'il n'y a aucun maire aujourd'hui ici qui travaille contre la mutualisation des moyens.
Donc je crois que c'est faire un mauvais procès aujourd'hui. Enfin, je parle des municipalités actuelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je crois qu'il faut regarder de toute façon vers l'avenir. Et aujourd'hui, la mutualisation n'est surtout pas remise en compte parce que déjà, tout simplement, en étant très terre à terre, c'est parce que nous n'avons plus les moyens dans les communes d'agir seuls. Nous n'avons pas les finances, on n'a pas non plus l'ingénierie nécessaire. Donc, nous avons tout intérêt à mutualiser nos moyens. Donc là, je pense qu'on parle de plus en plus de piscines justement intercommunales. Enfin, nous, au niveau de la Coban, c'est sur quoi nous travaillons. Et je crois que toutes les intercommunalités, le Val de l'Air et puis aussi la Cobas aujourd'hui pensent leurs grandes infrastructures mutualisées. Et donc vous me disiez, quelqu'un m'a posé la question, c'était vous, oui, sur la façon d'avoir des garde-fous. Donc nous avons un bilan qui est prévu à 6 ans. Nous allons faire dans 6 ans, donc à partir de la mise en œuvre du SCOT, donc 6 ans après, nous aurons donc un bilan de tout ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, il y aura une révision qui est prévue à 10 ans. Voilà. Donc ça fait quand même des objectifs parce que le temps de mettre les objectifs en œuvre et de voir effectivement quels sont leurs effets, 6 ans, c'est court comme échéance. Donc premier objectif 6 ans, deuxième objectif 10 ans. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question dans la salle, la plus concise possible. Merci, ça va être très rapide. Bonjour, Jérôme Brousset de CapGM. Je vous ai entendu parler des dents creuses sur les communes. Bon, sachez que de toute façon, ces dents creuses vont être utilisées pour créer de la mixité sociale. Parce que nous n'en avons besoin, nous n'en avons pas sur notre territoire, donc on a 20%. Je suppose que l'établissement foncier va donner tous ses efforts pour essayer d'y remédier. Donc déjà, on va avoir une population nouvelle. Donc quand je vous entends parler de décroissance, je ne pense pas que c'est dans l'immédiat. Après, ça me fait très peur dans le sens où effectivement, vous annoncez que le foncier va augmenter. Donc vous doutez bien que la population qui va arriver sur le bassin et qui va acheter va vieillir. Et moi, je me pose la question sur la vitalité du pays et notamment la partie économique. Je pense qu'il va falloir traiter ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'une population qui n'a pas de jeunesse, n'a pas de vitalité, n'a pas d'économie. Ça, c'était ma première chose. Je reviens essentiellement aussi sur la mutualisation des dépenses. Je trouve terrible aujourd'hui que quand on me parle de dévoiement de voies et de manque financier pour le réaliser, ça ne soit pas l'objectif premier d'une intercommunalité. Je suis sidéré. Mais enfin, après tout, on peut tout financer. Tout, des salles de spectacle, comme le disait très bien M. Antreg, des piscines, c'est fabuleux, tout le monde a sa piscine à 3 km. Et derrière, l'intérêt commun, l'intérêt de préserver l'écologie, le déplacement, c'est-à-dire les générations futures, parce que nous, on est déjà morts, je vous le dis de suite, si on a une échelle de 30 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions. Mais il ne faut pas prendre des décisions en disant que c'est la population qui doit le dicter, mais il faut être courageux dans ces décisions pour aller vers l'avenir qu'on veut proposer à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous discutez avec vos enfants, ils ont déjà très bien compris. Ils savent pertinemment qu'ils vont mutualiser tout, leurs dépenses, leur alimentation, ils vont vivre ensemble, ils ne vivront pas sur un étalement. Il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Et la dernière des choses que je devais vous dire, c'est qu'effectivement, je pense que dans 10 ans, on se reverra pour parler de la décroissance. Parce que le bassin d'Arcachon tel qu'il est vanté, que ce soit le nord, le sud ou le Val de l'Èvre qui se développe à une vitesse. Pourquoi ? Parce que Bordeaux Métropole ne peut plus accepter de logements et le bassin est trop cher. Je pense que dans 5 ans, les dents creuses seront construites par de la mixité sociale parce que l'État nous l'impose. Et dans 5 ans, tout ce que vous avez évoqué sur la contribution et sur les axes sera revu. Merci. Oui, donc c'est un constat que vous dressez, monsieur, ce n'est pas des questions que vous me posez, donc je n'ai pas à y répondre. Mais on ne parle pas de décroissance, on parle d'une croissance plus faible, 1,3% d'augmentation de population d'ici 2030. Donc ce n'est pas véritablement une décroissance. Et le constat que vous faites est juste. Vous me dites, madame, vous annoncez un surenchérissement du prix des terrains. C'est un constat. Vous savez, c'est la quantité et la rareté du bien qui fait sa valeur. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est pas une volonté non plus de notre part. C'est un constat simplement que nous faisons aujourd'hui. Et c'est effectivement toutes les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les élus pour répondre justement à ces objectifs de. Madame me demandait tout à l'heure comment pourrait-on d'ailleurs éviter et interdire aux gens de venir sur notre territoire. Si quelqu'un a la réponse, moi je veux bien. Il y a un président qui a voulu faire un mur pour empêcher
des populations de rentrer sur leur territoire. Aujourd'hui, à moins de faire un mur autour du bassin d'Arcachon, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut empêcher aujourd'hui les gens de venir. Ça se fera forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la rareté du foncier. Mais ça, c'est un constat. C'est un constat. Maintenant que nous devions travailler pour faire du logement social, parce que nous avons beaucoup de population, 80%, si vous regardez bien, 80% de la population qui est éligible à un logement social. Aujourd'hui, un employé qui gagne 1 200 ou 1 400 euros par mois ne peut pas payer un loyer de 800 ou 900 euros. Et ils sont éligibles à des logements sociaux. Donc aujourd'hui, oui, nous avons besoin de logements sociaux. Oui, il faut en faire. Oui, il nous faut surtout de la mixité sociale. Il n'est pas question de créer des ghettos. C'est quelque chose, enfin, à titre personnel, je travaille dans ce sens. Il faut absolument faire de la mixité sociale. Il faut faire des logements sociaux. Mais là, ici, enfin, tous les maires du territoire vous diront la même chose. Oui, nous en avons besoin parce que nous avons 80% de notre population. Contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on pourrait penser, le bassin d'Arcachon n'est pas un territoire de personnes riches. Non, il y a certaines personnes, très peu, qui sont riches, mais nous avons une population de travailleurs et une population de jeunes qui a besoin de vivre et travailler sur place. Et également, tout à l'heure, vous parliez de développement économique. Effectivement, les activités commerciales aujourd'hui et les activités saisonnières, ont des difficultés pour recruter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logement pour les saisonniers. C'est également quelque chose que nous sommes en train de travailler. Le logement saisonnier manque aujourd'hui sur notre territoire. Un jeune qui vient travailler, s'il va se loger, payer 1 000 euros par mois en plein été pour se loger, c'est pas possible. Alors ce qui fait que, effectivement, les seuls petits jeunes qui peuvent travailler, ce sont des jeunes qui vivent chez les grands-parents ou qui vivent chez les parents, oui. Mais on ne peut pas, il n'y a pas de jeunes qui viennent au-delà de nos territoires pour travailler, parce que nous n'avons pas de logement saisonnier. Donc on y travaille aussi au travers du PLH. Voilà. Merci. Et cette question économique fait bien la transition avec du coup l'axe 3 qui va être présenté. Est-ce que je peux poser une dernière question, juste quand même Si elle est courte et concise, sinon on ne tiendra pas le timing de tout le monde. Moi, honnêtement, j'y comprends rien. Alors, excusez-moi. Je voudrais bien acter les choses. La première, donc, on est bien dans une réunion d'information. La loi prévoit que le PASS doit être précédé d'une réunion de concertation. Donc, c'est prévu dans la loi que les documents du SCOT doivent être soumis. On en reparlera. Alors, dites non, on en reparlera. Que doivent être soumis à des réunions de concertation. Donc, est-ce qu'il y aura bien une nouvelle réunion de concertation dans ce format? Deuxièmement, aujourd'hui, les mots ont un sens. Moi, honnêtement, les transparents que vous nous présentez, on le voit bien à travers les questions que pose la salle, pas grand monde ne comprend. Donc moi, je souhaite qu'on ait une réunion de concertation sur le document écrit qui nous précise en effet ce que c'est que 50% de zones à urbaniser à moins, ce que c'est que sur les mobilités, ce qu'on va faire. Les mots ont un sens et donc pour moi, je souhaite qu'on puisse avoir une réunion de concertation, non pas uniquement avec des transparents, mais avec un document écrit qui précise bien les choses. La troisième chose, c'est que j'ai entendu 2 dates. J'ai entendu Madame Larue qui parlait Madame la maire qui parlait de documents qui seraient finalisés en mars. Monsieur le directeur qui parlait à l'été. Donc je souhaiterais savoir un petit peu à quelle date il sera finalisé. Enfin, 4e point, moi qui me choque, qui m'interpelle beaucoup, c'est que on est passé, depuis l'ordonnance de 2020, du PADD au PASS. Le PADD et le PASS, c'est pas la même chose. Notamment dans le PASS... Non, attendez, Madame la Présidente. Le PASS dit de manière très claire qu'on doit partir des obligations légales, et à partir des obligations légales, on doit se projeter. Donc moi, je souhaiterais qu'on puisse présenter de manière très claire les obligations légales, notamment les obligations légales en termes d'artificialisation, qui ne sont pas de 50% à 2050, mais qui sont de zéro artificialisation à 2050. Donc, quel projet on va bâtir, de façon très précise, quel projet on va bâtir à 2050, de façon à ce qu'il y ait zéro artificialisation. Les gaz à effet de serre, c'est une réduction de 55% à 2030, mais c'est division par 4 à 2050. Donc, comment on bâtit un projet par rapport à ça, quoi. Et aujourd'hui, ce que vous nous présentez, pour moi, ce que je vois, c'est un PADD peut-être un peu rebaptisé PASS, mais je ne vois pas partir des obligations légales.
Donc voilà, je souhaiterais donc qu'on puisse voir réellement quelle sera la rédaction du PAS, qu'on ait une réunion de concertation ensemble sur cette réunion du PAS et qu'on affiche de manière très claire quelles sont les obligations légales. Et le PAS, l'ordonnance précise bien les thèmes, quoi. Et les thèmes, c'est absolument pas la totalité de ce que vous nous avez présenté. C'est des choses très précises qui font référence à la loi. Donc voilà, merci. Je constate, monsieur, que vous êtes beaucoup moins ignorant que ce que vous voulez nous le dire, puisque vous avez bien travaillé vos questions. Mais le PAS, oui, le PAS est venu remplacer le PADD. Globalement, il n'y a pas grande différence, hein, si ce n'est que le document avec la loi est là, le document de présentation passe en annexe, si je me trompe pas. Donc, effectivement, il y a quelques modifications, mais dans le fond, il n'y a pas de modification. Et le PAS intègre globalement, enfin, toutes les dispositions législatives qui nous sont imposées. On ne peut pas passer outre. Ben, vous ne les voyez pas. Oui. Alors ça, monsieur, ça sera fait dans le D2O, document d'objectifs, d'orientation d'objectifs. Oui, mais justement... Mais justement, monsieur, vous voulez avoir trop de détails pour le PAS. La PAS, c'est les grandes orientations. On vous a présenté les orientations, les objectifs auxquels que nous allons atteindre dans avec la rédaction de ce SCOT. Donc, les précisions que vous voulez aujourd'hui, on ne peut pas vous les donner puisque ça va demander encore du travail et ils seront donc définis dans le D2O. Donc, globalement par intercommunalité, puis ensuite les objectifs en chaque intercommunalité par commune. Donc, tout ça, ça va être fait. Mais vous voulez aller un petit peu trop vite aujourd'hui. Voilà. Il y aura des ateliers, je vous l'ai dit, on vous l'a dit, on vous le redit encore. Non, il n'y aura pas qu'un sujet par atelier, il y aura des thèmes, monsieur. Mon collègue le disait, c'est-à-dire si vous traitez la mobilité d'une façon par rapport au gaz à effet de serre ou par rapport à la satisfaction de déplacement de voiture, c'est pas la même chose. Il faut bien voir la globalité. Il faut voir si tout ce que vous proposez est cohérent. C'est ça, c'est pour ça que je demande d'avoir la réflexion écrite de façon à voir de quoi on parle. Bon, de toute façon, monsieur, le PAS va être mis en ligne sur le site internet donc du CIPARVAL, donc vous l'aurez vraiment à disposition. Et puis ensuite, au fur et à mesure, donc on va travailler et on va continuer donc avec le D2O. Et là, vous aurez des objectifs chiffrés et des objectifs beaucoup plus précis. Et puis il y aura ces ateliers, il y aura ce panel citoyen. Donc je crois on est allé au-delà. Aujourd'hui, nous sommes allés bien au-delà des prescriptions législatives concernant la concertation dans la rédaction d'un SCOT. On est allé bien au-delà, croyez-moi. Et une concertation qui arrive en plus avant la partie D2O et qui permet justement d'ajuster ces objectifs et ces choses plus précises. Et sur la temporalité sur laquelle vous posez la question, ça arrive vraiment très bientôt. On est sur des dates à partir de mars sur la concertation et voilà jusqu'à l'été. Donc c'est très précis, c'est pas dans quelques années. C'est quelque chose qui est assez ciblé, dont on va vraiment donner le calendrier précis très prochainement. Donc c'est quelque chose qui est en cours de finalisation. Merci. Je vous propose donc de terminer par ce dernier axe sur la question économique, avec là aussi une présentation des 4 objectifs qu'il compose, et puis un dernier temps d'échange à la suite de ça sur ces questions-là. Merci. Oui, donc sur ce dernier axe qu'on a intitulé « Conforter » et qui traite du développement économique. C'est un axe important que les élus ont souhaité mettre en avant, développement économique, parce qu'aujourd'hui, on est sur le territoire sur un tissu économique dit présentiel, c'est-à-dire que c'est plutôt des commerces ou de l'activité nécessaire au quotidien des habitants, et on n'est pas sur de la production. Et beaucoup des actifs du territoire vont travailler sur la métropole bordelaise. Donc l'objectif qui était affiché par les élus est bien de travailler au renforcement de l'économie productive du territoire afin de créer de l'emploi sur place et éviter notamment ces déplacements pendulaires. Ça va demander un travail très important aux intercommunalités qui sont compétentes. D'abord pour affirmer l'armature économique et plus cohérente. Aujourd'hui, on a considéré que les zones d'activité avaient été développées sans réellement avoir
un fil assez clair dans les filières développées notamment. Et donc, il faut que les intercommunalités se penchent sur ce sujet et puissent choisir les filières à développer et à accompagner pour leur permettre d'intégrer les zones existantes. La recherche d'optimisation foncière, elle est également pour les zones d'activité économique et commerciale, au même titre que l'habitat. Ça nécessite aussi, cet aménagement, d'avoir un développement qui soit de qualité, puisque lorsqu'on va travailler à l'aménagement des zones commerciales et économiques, c'est-à-dire restructuration des zones actuelles, voire extension de certaines, d'avoir des aménagements de qualité. Et derrière, c'est travailler la question de l'insertion paysagère, de la qualité environnementale et de la limitation de l'impact de ces développements sur l'environnement. C'est aussi l'accessibilité, donc avec plusieurs modes d'accès à ces zones et pas uniquement voiture. Donc tous ces éléments vont devoir être fixés comme objectif pour l'aménagement des zones futures, qu'elles soient existantes ou à développer. Ensuite, on a également, on parlait tout à l'heure du projet alimentaire territorial, on a aussi la question de la transformation des productions locales qui se pose, notamment la pêche, mais au-delà, l'agriculture que les élus souhaitent développer sur le territoire. Et le renforcement de l'économie productive passe aussi par le développement des énergies renouvelables et de récupération. C'est un mouvement qui a déjà été initié depuis plusieurs années dans le cadre du plan climat, mais qui seront intégrés dans le SCOT pour approfondir ce sujet, sachant que je précise que d'ores et déjà, dans le PADD qui a été évoqué en 2019, les élus ont souhaité interdire les productions de photovoltaïques, une production d'électricité par des parcs photovoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, pour être très clair, ne pas couper des pins pour mettre des parcs photovoltaïques. Donc ça, c'est un axe fort du projet politique. Mais au-delà, si on veut produire notamment de l'électricité, eh bien, il faut le mettre sur les toitures ou sur les espaces qui sont déjà artificialisés ou pollués. Donc on va approfondir ce sujet-là dans le SCOT et le préciser. Ensuite, l'objectif 10 concerne les filières existantes et émergentes du territoire. Donc on a listé un certain nombre de filières qui sont existantes traditionnellement, évidemment l'ostréiculture, la pêche, mais aussi le tourisme, le nautisme, la silver economy, donc c'est l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Voilà, un certain nombre de filières qui ont été listées, mais qui devront être confortées avec les entreprises locales et les acteurs du territoire pour savoir comment on peut les accompagner à se développer sur le territoire et à créer de l'emploi. Sur l'objectif 11, ça concerne l'ensemble des ressources du territoire, donc les ressources primaires, donc agricoles de façon générale. Donc ça comprend l'économie de la mer, l'économie forestière et les activités agricoles qu'il faut affirmer comme une filière sur le territoire, parce qu'aujourd'hui on a peu de production agricole. Les espaces agricoles, c'est à peu près 7% du territoire. Donc il y a vraiment la volonté, au travers du projet alimentaire territorial, d'en faire une filière structurante et donc d'installer des nouveaux exploitants sur le territoire. Et l'objectif numéro 12 concerne l'accessibilité numérique avec le développement de la fibre. Donc c'est un mouvement qui est en cours, mais qu'il faut accompagner sur le territoire et surtout mettre en lien avec le développement économique du territoire et peut-être développer de nouvelles filières qui nécessiteraient des bureaux ou des immeubles de bureaux dans des centralités, on peut imaginer ça, et qui, par le biais de la fibre, pourraient proposer des activités à l'échelle nationale ou internationale. Voilà.
Voilà, rapidement sur cet axe-là, autour du développement économique. Merci. Du coup, on va prendre quelques questions pour terminer là-dessus. On n'en a pas forcément en ligne, en tout cas sur cet axe-là. On a encore de nombreuses questions sur la concertation, mais promis, on y reviendra et il y aura des communications qui seront faites là-dessus pour bien préciser les choses. Merci. Allez-y. Il y a 3 semaines de ça, il y a une carte du GIEC qui est sortie, qui place quasiment tous nos centres de communes dans une zone rouge. N'y a-t-il pas une incohérence à densifier les bourgs quand on sait qu'à 30 ans, il risque d'y avoir des submersions marines? Et le deuxième plan, quel est votre plan justement pour limiter ces risques en matière de digues ou autres? Merci. Alors, vous me repassez la question à l'envers, en fait, parce que la densification, on en a parlé tout à l'heure, c'est une exigence aujourd'hui des différentes lois qui nous sont imposées, donc densification des bourgs pour éviter l'étalement urbain. Donc là, je suis bien d'accord avec vous. À mon sens, ça ne résoudra pas nos difficultés. Concernant la submersion marine, c'est ça dont on parlait, on applique tout simplement les plans de prévention de submersion marine qu'on doit intégrer dans le SCOT, donc ils sont déjà intégrés au niveau des PLUI, des PLU et des PLUI, et que nous intégrons dans notre SCOT. Donc il faut absolument respecter... Pardon ? C'est une compétence de l'État. C'est une compétence de l'État, mais nous sommes soumis aux règles. Donc effectivement, nous sommes obligés de l'intégrer. Et nous travaillons également, il nous faut, avec l'érosion du trait de côte qui touche notre territoire, il faut aussi que nous travaillions sur le repli et des habitations et des activités vers l'intérieur du territoire. Ça, on en est tout à fait conscient et c'est des questions que nous avons pris en compte. Ah mais monsieur, je vous dis depuis tout à l'heure effectivement que nous sommes assujettis, nous les élus, à des injonctions complètement contradictoires. Complètement contradictoires. L'État nous soumet aujourd'hui à des injonctions contradictoires. On doit répondre un petit peu à tous les objectifs en même temps. Mais vous avez parfaitement raison, votre observation est tout à fait logique. Non. Et ben c'est compliqué. Vous savez, vraisemblablement pas. Donc on se bat là-dessus. On travaille avec les services de l'État en bonne. Voilà, on travaille beaucoup avec eux en partenariat. On explique justement que ces règles, pour nous, c'est difficile à atteindre. C'est la quadrature du cercle. Regardez, on parlait tout à l'heure nous on travaille sur la méthanisation, puisqu'il faut des énergies renouvelables. On travaille sur la géothermie, on travaille sur le photovoltaïque. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas réhabiliter les anciens sites de décharge publique, on appelait... anciennement, donc on voudrait, les communes qui voudraient installer des panneaux photovoltaïques sur ces sites qui sont désaffectés, aujourd'hui on ne peut pas le faire parce qu'il y a la loi littorale et qui se situe en rupture d'urbanisation. Est-ce que c'est logique ? En Oudange, on a pu le faire parce qu'ils ne sont pas en rupture d'urbanisation. Monsieur, moi, en Lenton, j'ai une décharge qui s'appelle les bois de l'église. Je ne peux pas faire du photovoltaïque aujourd'hui parce que je suis en rupture d'urbanisation. Je pense que les lois vont évoluer. Je pense que les services de l'État vont finir par nous entendre. Donc ça, effectivement, c'est une des contradictions auxquelles on est confronté. Merci. On va prendre une question là-bas, à gauche. Oui, je comprends parfaitement les grands écarts et toutes les contradictions auxquelles vous êtes soumis. Moi, je pense qu'il y a eu une question extrêmement pertinente tout à l'heure qui concernait justement le pourcentage d'urbanisation en moins à viser. Les 50% paraissent effectivement très, très dépassés par rapport aux injonctions qui vous sont faites et aux buts qui sont à atteindre au regard de toutes les contraintes territoriales que notre territoire subit. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'était une excellente remarque et qu'il faudrait réviser un petit peu à la baisse, enfin même franchement à la baisse, les exigences en matière d'urbanisation. Je crois que c'est une question qui se rapproche des échanges qui avaient été réalisés avant et qui ont été là à plusieurs reprises. On va prendre une toute dernière question pour bien respecter le timing de l'ensemble. Parfait, merci.
Merci. Question très technique, basique, mais j'aimerais savoir comment vous avez, j'imagine déjà, identifié la cartographie du territoire, comment identifier les dents creuses, comment ça se passe techniquement, comment vous avez identifié l'ensemble déjà de ce qui existe. On parle de 50% dans un sens, dans l'autre, mais aujourd'hui vous avez déjà des chiffres qui donnent déjà une observation de tout ça. Et je pense que c'est là-dessus que tout va être fondé bientôt. Et je crois qu'on va tous regarder les cartes, à quelle échelle on verra, mais je crois que c'est ça qui va nous préoccuper les uns et les autres. Merci. Oui, je peux vous apporter quelques précisions sur les méthodes. On est sur deux sujets différents. La consommation d'espace, ce sont l'ensemble des parcelles qui ont été urbanisées, quel que soit l'usage, c'est ce que je vous précisais, donc sur les 10 années précédentes. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé avec les communes, et notamment les services instructeurs, qui ont l'ensemble des parcelles qui ont été urbanisées pour l'habitat et pour le développement économique. Dans ces données-là, il y a des biais qu'on a réussi à combler parce qu'il y a des surfaces qui ne sont non cadastrées. Par exemple, il faut savoir que toutes les routes ne sont pas cadastrées, alors que la création de voiries est une consommation d'espace. Donc ça, ce sont des éléments que nous avons rajoutés. Ensuite, il y a des permis de construire qui sont instruits par l'État, par exemple des grands parcs photovoltaïques qui sont aussi liés à la consommation d'espace et que nous avons pris en compte. Donc voilà, donc cette méthode, elle a été construite sur plusieurs années et complétée chaque année, puisque c'est l'obligation qui nous est faite par la loi au Cibarval de mettre à jour chaque année ces consommations d'espace. Et pour aller encore plus dans le détail, chaque mois de janvier, on est en plein dedans, on fait le tour des 17 communes pour mettre à jour ces cartographies. Donc ça, ce sont des données qui sont mises à jour sur la consommation d'espace. Ensuite, sur les dents creuses, donc en fait, ce qu'on appelle dents creuses, ce sont les espaces libres au sein de l'enveloppe urbaine. Donc il y a plusieurs types. Il y a un premier type qui sont les parcelles libres, donc très simplement, et donc ce qu'on appelle les dents creuses. Ensuite, il y a un autre élément qui sont les détachements de parcelles, la division parcellaire, c'est-à-dire que vous avez une parcelle de 1000 m², vous la divisez en deux et vous vendez 500 m², vous en vendez 500. Ça, c'est une étude que nous avons menée également avec le CAUE, donc avec une étude très précise sur 2009-2018 et que nous avons mise à jour pour 2019 et 2020. Toujours avec le CAUE, avec des fiches communales. Donc, tout ça est sur notre site internet et accessible commune par commune pour voir les dynamiques et le nombre de logements qui ont été créés par division parcellaire. Vivier de création de logements sur lequel nous avons peu de marge de manœuvre puisque la loi ALUR a supprimé les surfaces minimales. Pour vous donner un chiffre, on est à peu près à 4 500 logements en 10 ans qui ont été créés par division parcellaire. Donc si vous... Pardon ? J'ai pas entendu. Là, je pense pas. Je pense pas parce que sur les divisions parcellaires, on est plutôt sur la création de logements pour l'accueil de population, ce qui n'est pas le cas des grandes opérations collectives défiscalisées avec du Pinel, où là, on est sur la résidence secondaire. Donc, en fait, commune par commune. On a essayé d'être très synthétique. On a une fiche et un recto verso par commune. On a essayé, à partir des données des instructeurs de permis de construire, d'avoir la taille moyenne de la parcelle mère et de la parcelle fille. C'est-à-dire, pour telle commune, sont plutôt en moyenne des parcelles de 2000 m² qui ont été divisées et ça a donné des parcelles de 1000 ou de 500 ou de 800. Et donc, commune par commune, on a ces chiffres-là. Et donc, avec un traitement automatique, on peut, sur la base du cadastre et de la photo aérienne, on peut isoler les terrains qui sont potentiellement, qui peuvent faire l'objet d'une division parcellaire. Et donc, ce volume-là,
on est en train, là, on est en plein dedans avec les communes, puisqu'on l'a identifié de façon brute, mais maintenant, commune par commune, il faut vérifier si c'est accessible, notamment par une création d'une voirie, parcelle par parcelle. Donc c'est un gros travail, mais il va être fait, et dans le diagnostic qui sera mis à jour, on aura les chiffres avec le volume foncier faisant la somme de toutes ces divisions parcellaires, et qui est un gisement foncier qui sera potentiellement urbanisable. À quel échange, je ne sais pas, mais quand on est à 20 ans et avec la pression foncière qu'on a sur le territoire, on peut imaginer que l'ensemble de ce potentiel foncier sera urbanisé. C'est une réponse très technique, je pense que c'était ce que vous attendiez, mais voilà sur notre méthode sur les deux sujets, consommation d'espace et gisement foncier. Là, on imagine bien le boulot qu'il y a derrière. Oui. Et puis c'est là-dessus que tout le monde va se tirer un petit peu la couverture pour savoir si on donne à la commune du voisin, etc. Ça, vous avez tout compris. Madame la Présidente, bravo et... C'est bon. On va y arriver, il n'y a aucun problème. Écoutez, merci beaucoup. Et c'est parfait puisque ça conclut bien effectivement nos échanges. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui en affichant peut-être à l'écran les prochaines étapes qui vont avoir lieu et évidemment dont le détail du calendrier très précis sera indiqué. Mais je vous remercie pour ces riches échanges et à savoir que deux autres réunions vont aussi avoir lieu, donc jeudi prochain et jeudi dans 2 semaines, sous un format similaire dans les autres territoires. On va juste du coup indiquer ces quelques éléments qui vont être revus au fur et à mesure, donc avec les réunions de concertation dont on va affiner les dates précises et puis l'ensemble de la concertation. Il y a aussi un débat en conseil syndical qui est prévu en mars 2022, ainsi qu'une réunion des partenaires institutionnels. Et puis il y aura une saisine du conseil de développement et une large concertation avec un panel citoyen et d'autres éléments, avec donc des réunions thématisées et d'autres plus larges. Pour répondre à votre question, les ateliers thématiques... On vous donnera les dates. On va vous donner les dates. Ils sont indiqués dans la large concertation avec les acteurs et les habitants. Il y aura vraiment des ateliers thématiques. On va vous donner toutes les dates, le tirage au sort du panel citoyen, les ateliers thématiques et les différentes réunions de concertation. Vous serez tenus au courant rapidement. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.